salue aussi mes panélistes, dont le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, Monsieur Lazare Elundu, avec lequel j'ai échangé dans les coulisses avant d'entrer dans cette salle et qui me confiait la chose suivante. Il revient d'un voyage au Bouganda et dans ce pays qu'est l'Ouganda, où il y avait évidemment un royaume florissant et important, il a remarqué qu'il y avait un patrimoine architectural d'une importance capitale. Et en dehors de ce patrimoine architectural, puisque lui-même, Lazare Elundu, est architecte de métier, eh bien, il m'a aussi parlé de ce qui constitue à la fois la médecine et les apports que les manuscrits de Tombouctou ont conservés dans la mémoire textuelle. Et dans la mémoire textuelle, il y avait évidemment tout ce qui pouvait soigner les corps, et notamment les yeux qui nous servent à lire, et qui, lorsqu'on avait des défaillances en matière de cataracte, eh bien, les manuscrits de Tombouctou témoignaient qu'il y avait déjà des dispositifs pour arranger les choses et notamment redonner la vue. Donc, redonner la vue, c'est aussi sous le mot d'une vision que le sujet sur le patrimoine, le sujet sur la diplomatie culturelle, qui est au cœur de notre débat, nous invite. Et je voudrais aussi saluer une autorité africaine dont le portrait figure derrière moi, le sultan des Bamoun, Mohamed Nabil Mforifum Bombonjoya, Sa Majesté roi des Bamoun, le 20e successeur d'un Charéen qui a couvert de son autorité et de sa notoriété ces rencontres. Il l'a fait conscient du fait que nous cherchons des éléments communs pour pouvoir montrer la présence africaine. Et présence africaine, vous le savez très bien, est aussi une maison d'édition fondée en 1947 par Alioune Diop. Et je cite Alioune Diop parce que c'était aussi un militant de la diplomatie culturelle, non pas sur le modèle classique, puisque la diplomatie nous invite à rentrer dans le champ des relations internationales et de prendre en compte tout ce qui contribue à l'attractivité d'un territoire, d'un pays, à son rayonnement et à sa capacité à pouvoir influencer le cours des relations internationales. La notion de diplomatie culturelle nous a été théorisée dans les années 90 par l'Américain Joseph Nye, qui a évidemment, en réfléchissant sur le contexte d'après-guerre, montré combien la diplomatie classique, qui concernait uniquement les États, avait vu d'autres acteurs investir le champ des relations internationales, que ce soit les sociétés civiles ou alors les acteurs culturels. Et la diplomatie culturelle américaine, pour ne pas la nommer, a beaucoup utilisé les arts, le cinéma, la littérature et évidemment tout ce qui pouvait contribuer à montrer combien la nation américaine pouvait être forte, pas seulement par son outil militaire, mais par son outil culturel. Et l'Afrique, qui est au centre du monde, comme l'a voulu l'organisateur en chef de cette manifestation, nous invite aussi par cette idée de centre à avoir une vision justement décentrée. Et hier, dans cette organisation, aux prémices de celle-ci, je dirais, il y avait Souleymane Bachir Diagne, professeur à l'Université Columbia, qui a théorisé le concept de décentrement, précisément pour sortir de l'idée que l'Occident avait le monopole sur la vision du monde, sur son gouvernail et sur la manière de coopérer ou la manière de régir les relations entre les États. Ici,
l'Afrique au centre du monde nous invite donc à observer que c'est une question continentale qui est posée et qu'est-ce qui peut nourrir la relation entre l'Afrique et le monde si ce n'est sa force culturelle. Et aujourd'hui, quand on prend en compte ce qui se passe sur la scène parisienne, on observe que c'est Ramsès qui mène la danse, si je puis dire. Sur la scène parisienne, on estime aussi que c'est la rumba qui mène la danse. Et l'UNESCO a pu classer ce patrimoine-là comme étant un patrimoine mondial de l'humanité, et je parle sous le contrôle de son directeur, tout en émettant une petite réserve. Les éléments qui sont parfois classés n'éteignent pas les controverses. Pour ce qui concerne la rumba, on reconnaît là les origines qui viennent du Congo ou des Congos, l'ex-Zaïre et le Congo-Brazzaville, mais il y a l'Angola, il y a même le Cameroun, il y a le bassin du Congo, plus largement, plusieurs pays qui ont utilisé cette danse, cette chorégraphie comme étant un art particulier de vivre. Mais il y a aussi, à travers l'actualité qui nous concerne, l'Égypte ancienne, je dirais un mot sur celle-ci parce que nous parlons souvent beaucoup d'acteurs masculins. Mais figurez-vous que dans l'Égypte ancienne, il y a eu Hatshepsut, la reine Hatshepsut de la 18e dynastie, dont le temple est l'une des beautés architecturales du monde. Et en matière de diplomatie culturelle, on ne saurait donc ignorer cette actrice phénoménale qui a élevé à la fois un temple, mais aussi des autoroutes pour signifier la grandeur à la fois de Ré, le dieu soleil, mais aussi d'Anubis, le dieu qui accompagne les morts, mais aussi d'Amon, celui qu'on peut considérer comme le pharaon des pharaons. Maintenant, je me tourne vers nos amis, puisqu'ils vont reprendre le relais, pour nous dire, en gros, qu'est-ce qui, pour eux, représente l'élément d'attractivité majeur de ce continent qu'est l'Afrique. Les uns et les autres vont peut-être répondre à cette première question, si vous le permettez, sachant que dans la diplomatie culturelle, et je finis là, classiquement, c'est des relations entre les États, mais c'est aussi des relations économiques, et on oublie parfois que la dimension culturelle figure au rang des missions des diplomates, et cette dimension culturelle, c'est elle que nous allons... Merci, monsieur Ebodé, merci beaucoup. Oui, vous pouvez prendre place. Alors, pour débuter un petit peu cet échange, donc, je vais vous inviter donc, chacun, lorsque je vous donnerai la parole, à vous présenter par la même occasion pour notre auditoire avant d'entamer votre propos. Pour aller dans l'élan de M. Ebodé, donc sur l'aspect culturel qui vient d'être évoqué, et notamment un petit peu sur les éléments de soft power et les actifs que peuvent avoir notre continent en matière culturelle, je vais débuter la parole par M. Olivier Lauchet, donc, qui est le président de Trace TV. Monsieur Lauchet, quel regard avez-vous et comment pensez-vous que cet actif qui est la culture, donc véhiculé notamment par la télévision, la musique, peut influer ou donne un impact de notre continent au-delà de ses frontières? Bonjour, bonsoir, merci. D'abord, merci aux organisateurs pour cette invitation et cette initiative. Donc effectivement, j'ai créé il y a une vingtaine d'années de cela un groupe qui aujourd'hui est un acteur important, je crois, sur le continent en matière d'exposition, de promotion, de diffusion de la musique, de la culture, des musiques, des cultures du continent africain. Et ça en Afrique, mais également dans le monde, puisqu'on a la chance d'avoir à peu près plus de 190 pays qui reçoivent nos programmes et avoir à peu près 350 millions de personnes qui nous regardent, qui regardent nos 29 chaînes de télévision. Alors clairement, oui, la musique, la culture sont des instruments essentiels au service d'un soft power. Mais quand on dit soft power, il faut quand même se poser la question de
quand on a cette puissance, qui va l'utiliser et pour quel objectif? On est tous d'accord sur le fait que la musique, comme d'ailleurs le sport, comme d'ailleurs les partenariats économiques, comme la diplomatie culturelle, sont des instruments du soft power. Mais c'est vrai que sur le continent africain, ces instruments sont aujourd'hui très divisés. On n'a pas le sentiment qu'il y ait une volonté globale politique de les utiliser au service de l'Afrique, de la promotion de l'Afrique et également du développement de l'Afrique, puisque c'est quand même un des sujets essentiels. Alors c'est vrai qu'il y a des initiatives, et je crois qu'on a quelqu'un de l'UNESCO avec nous, vous avez, je crois, investi pendant des années sur la fabrication de l'histoire générale de l'Afrique, vous avez investi des dizaines de millions d'euros pour faire connaître cette histoire, sauf qu'aujourd'hui elle est restée un outil écrit, un outil peut-être en DVD-ROM, mais c'est vrai qu'on ne la voit pas trop à la télévision, on ne la voit pas dans le monde entier. Et très souvent, ce sont en fait des gens extérieurs à l'Afrique qui vont prendre des morceaux de notre culture africaine. On parlait de Ramsès II tout à l'heure, on parlait de la promotion extraordinaire de l'afrobeat et voire de la rumba qui sont devenus aujourd'hui. Hier, je me suis promené dans quelques clubs parisiens, l'afrobeat était partout. Mais partout, et clairement, et ce n'était pas que des Africains ou des Antillais qui étaient dans ces boîtes de nuit. Et donc, on a cet impact, mais j'ai presque envie de dire, ce pouvoir, on ne s'en sert pas réellement. Parce qu'avant, les artistes portaient beaucoup des messages, quand il y a eu toutes les guerres d'indépendance et tous les mouvements d'indépendance en Afrique, ou alors en Afrique du Sud avec les mouvements contre l'apartheid, on avait des artistes très engagés, qui tenaient des messages, qui voulaient faire passer effectivement des messages très forts. Et aujourd'hui, si je vous demande, citez-moi ce que veulent dire les Nigérians, les Wizkid, les Davido, les Tiwa Savage ou les Rema, ils font de la bonne musique que les gens adorent, mais on n'a pas le sentiment que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc je le dis parce que c'est vrai que c'est un outil d'une puissance extraordinaire, la culture, et c'est encore mieux si on utilise cette puissance, ce power, au service d'un message, au service d'un objectif. Et là, on revient aussi à un sujet assez classique que je suis sûr que vous avez déjà débattu pendant les différentes discussions sur les derniers jours, sur effectivement comment on s'organise en Afrique pour essayer de faire avancer l'Afrique et faire avancer l'agenda africain, les perspectives africaines. Et pour finir, le soft power aussi, c'est beaucoup de narratifs. Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire, comment on va le dire, changer la perception qui est souvent, malheureusement, vous le savez, négative de l'Afrique en dehors de l'Afrique. Et ça demande un vrai boulot. Les Américains le font, eux. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Ils sont organisés, ils savent quelles images ils ont envie de porter dans le monde entier. Et Disney, pour ça, a été un des plus gros outils de la promotion de la culture, de la civilisation dite américaine. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on fasse ce travail, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on se retrousse les manches et qu'on définisse les messages qu'on veut porter, comment on veut les porter et quels sont les outils qu'on va mettre en place pour y arriver. En tous les cas, nous, en ce qui concerne Trace, aussi bien à travers nos activités de médias que nos activités éducatives, puisqu'on a également une plateforme qui s'appelle Trace Academia, qui est une plateforme gratuite de formation professionnelle en ligne, on est très sensible à ces thématiques et on est très ouvert à tous les partenaires potentiels qui veulent travailler avec nous dans cette direction. Merci, okay. J'ai été un petit peu long, mais voilà. Merci, merci monsieur Laouché. Alors, ouais, vous pouvez. Alors, pour poursuivre un petit peu dans l'échange et notamment ce qui vient d'être mentionné, donc comment s'organiser avec les différents actifs que nous avons. Je me tournais vers Monsieur Elundu, donc directeur du centre. Pardon. Directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, exactement, sur la notion d'organisation. Donc là, on va toucher aussi un aspect un petit peu économique, donc avec tout ce que peut générer les labels que peut accorder l'UNESCO donc sur nos territoires ou nos patrimoines nationaux, ce que ça peut générer en termes de revenus, comment s'organiser, comment on peut collectivement s'organiser pour faire la promotion au mieux de notre histoire et de nos patrimoines natifs. Alors ça, c'est une question intéressante parce que, en fait, vous m'orientez vers une réponse un peu qui va dans le même ordre d'idées
que mon ami un peu sur les partenariats, mais en réalité, je ne voudrais peut-être pas aborder la question de cette manière-là. Tout le monde est d'accord. Je crois que le label n'a d'intérêt que pour ce qu'il apporte, mais pas simplement pour aller faire des photos Instagram. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, on visite des sites partout dans le monde entier. On a cette impression que c'est magnifique, c'est beau, mais on repart et finalement, on n'a pas eu l'expérience locale. Je crois que vous apporte un label comme celui du patrimoine mondial. Il vous permet d'abord d'être fier de ce patrimoine-là, qui est le vôtre. Il vous amène à être fier de votre culture. Et ensuite, il vous amène à être fier de la partager avec les autres. Et c'est là que ça devient intéressant, même aussi pour la diaspora. Parce que c'est un instant important, parce que quelqu'un disait tout à l'heure, et j'ai beaucoup aimé ça, on est très fiers d'aller investir chez nous. Mais ce qui va encore le rendre encore plus intéressant, c'est que la conviction, elle est encore double, parce qu'on est très fiers de sa culture. On la connaît, on la découvre et on a envie de la partager. Et l'Afrique est belle, l'Afrique est riche et l'Afrique est diverse. Que l'on voit, on parte du nord de l'Afrique, on parlait tout à l'heure de Djerba avec le professeur Gazi Gerari, et que l'on descende jusqu'à la pointe du Cap et que l'on aille du côté de la Mauritanie pour traverser, pour aller jusqu'en Éthiopie, elle est diverse, elle est riche. Et cette Afrique, il faut la connaître, il ne faut pas simplement la regarder en photo. Quand vous arrivez dans un pays pour investir, je crois que l'intégration, elle passe aussi par là. C'est-à-dire que si je sais qu'en arrivant à Tombouctou, quand je parle de Djenné, je sais que c'est la première grande et ancienne, le premier grand ancien centre urbain, 2 siècles et demi avant Jésus-Christ, qui s'est construit dans cette partie de l'Afrique. Je suis très fier de partager, et les autres, ils vont se dire, ah mais oui, il connaît ma culture, il la comprend, il l'aime. Quand je vais en Ouganda, comme je reviens, et que je sais que depuis le XIIIe siècle, dans cette zone, ce royaume de Bouganda a construit des monuments de tombeaux royaux de près de 18 mètres de haut, tout en végétal, en respectant des rituels, et ça depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y a une preuve qu'on comprend, on le sait, on est très heureux. On partage avec les autres. Quand je vais en Afrique du Sud et que je vais sur l'île de Nelson Mandela, que je ne parle pas de Nelson Mandela et que je sais aussi que cette île est le symbole du combat pour les droits humains à travers les 27 années que Mandela a passées, et que je parle avec les Sud-Africains de ce qui les intéresse, oui, j'établis une relation, un contact d'appartenance à cet environnement, et je peux partager cela. Et c'est ça l'UNESCO, et c'est ça aussi l'intérêt du label, et c'est ça qui peut être un plus aussi pour regarder la culture, pas que, et là je vais terminer là-dessus, pas que comme un objet juste à consommer, hein, mais plutôt un objet qui nous apporte encore un peu plus, d'abord pour contribuer, parce qu'on va investir, mais aussi pour contribuer à aimer et à partager ce lieu où on voudrait travailler et apporter tous. Donc je crois que c'est, et l'UNESCO, dans son travail, en tout cas dans les responsabilités qui sont les miennes pour l'Afrique, je vais terminer par là, et nous faisons cet effort pour continuer à promouvoir la richesse culturelle de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a 1157 sites du patrimoine mondial. Et sur l'échelle du continent, et le professeur Gazi l'a certainement dit hier, hein, sur l'échelle du continent, il n'y en a que 139. Sur l'Afrique subsaharienne, il y en a 98. Donc, et on sait qu'on n'a pas encore assez découvert les sites africains. Quand je dis souvent que l'Afrique
n'a certainement pas de tour Eiffel, mais elle a encore quelque chose de beaucoup plus beau que la tour Eiffel, de beaucoup plus fort, comme les tombeaux que je vous ai parlé, mais ou encore ces paysages culturels avec ces forêts sacrées, comme les forêts de Mijikenda, quand on va à Mombasa, au Kenya, ou quand on y va, on respecte, on enlève ses chaussures, on rentre dans la forêt pour comprendre comment ces communautés vivent à l'intérieur et sont en symbiose totale avec leur... Donc, je vais là-bas et je vais aussi découvrir cela. J'apprends à connaître cela et c'est notre travail que nous faisons. Merci, vous pouvez applaudir. Merci, monsieur Elungu. Donc, l'Afrique, le patrimoine culturel africain, il faut l'aimer et le partager. Donc, en message de fond. Donc, l'Afrique est riche de sa culture. Elle est riche aussi. Donc, on a parlé de la musique, mais elle est aussi riche de ses ressources. Donc, ressources naturelles. Comment, à partir des ressources naturelles, on arrive aussi à influer sur le jeu de relations internationales, diplomatiques, économiques, sur le continent, avec les parties du monde avec lesquelles nous sommes en relation. Alors, je vais inviter Monsieur Jacques-Jonathan Niambe, avocat d'affaires et porte-parole du groupement interpatronal du Cameroun, à nous donner un peu son sentiment et sa vision sur cette thématique de soft power et d'influence que peut avoir le continent. Donc, d'un point de vue économique, quels sont les acteurs, quels sont les secteurs qui peuvent servir finalement d'assets, d'actifs pour promouvoir l'Afrique telle qu'on la veut et telle qu'on la souhaite. Merci beaucoup. Effectivement, merci encore au JNDA de nous inviter sur un sujet aussi important que celui du soft power. Pour moi, il est important parce que, effectivement, je dirais, c'est peut-être la réflexion la plus importante que nous avons à mener aujourd'hui, non seulement en Afrique, mais je vais dire en Afrique, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. La première question déjà, c'est quand on parle de soft power, quelle est la matrice de ce soft power? Le but du soft power, c'est de partager à la fin avec les autres, je crois, la vision qu'on a du monde ou qu'on a de la société. Le soft power américain, c'est l'American Dream. Voilà. Le soft power africain, il s'appuie sur quoi? Pendant longtemps, aujourd'hui, ces dernières années, l'Afrique, l'élément central, très souvent, ça a été le panafricanisme. Et j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit un peu tout à l'heure par M. Baudet quand il a parlé de décentrement, c'est de dire que l'idée du panafricanisme, c'est d'abord finalement une question qui est un peu centrée vers soi. Comment est-ce qu'on se définit en tant qu'Africain? Comment est-ce qu'on se retrouve en tant qu'Africain? Aujourd'hui, il faut dépasser ce panafricanisme-là et je crois que c'est à ça qu'on est invité pour se poser la question finalement, quelle est la vision que nous, Africains, on a pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. Et je crois que de ce point de vue-là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de réflexions intéressantes. Aujourd'hui, notamment toutes les réflexions qui sont menées par un certain nombre de penseurs, notamment Achille Mbembe, autour du vivant. Je crois que cette question de savoir comment finalement on peut replacer le vivant au cœur de notre société, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, c'est ça qui doit constituer la matrice de notre soft power. J'aime beaucoup à rappeler cette philosophie qui a longtemps été prônée par Nelson Mandela, Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Je crois qu'à travers cette philosophie, on retrouve là finalement cette vision du monde, d'interdépendance, d'harmonie, de respect du vivant. On retrouve là ces valeurs de solidarité, d'humilité, de consensus. On retrouve là finalement peut-être les germes, même si on n'en a pas encore fait finalement l'exégèse, mais les germes peut-être d'un nouveau modèle politique, économique et social que l'Afrique peut penser pour elle-même, mais aussi pour le monde. Donc je crois que c'est d'abord déjà ça, la réflexion qu'on doit mener. Quelle est la matrice de notre soft power? Je crois que Ubuntu, c'est un commencement de la réponse, mais il y a encore du travail que nous devons faire ensemble pour clarifier un peu ça.
Après, effectivement, et je crois que c'était ça aussi le sens de la question, une fois qu'on a la matrice, quel est le dispositif qu'on met en place? Le dispositif, effectivement, sur le plan économique, moi je dirais d'abord la première chose, c'est la veille. La veille et l'intelligence économique. Les autres pays passent beaucoup de temps, dépensent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent à savoir ce qui se passe ailleurs. Hein? Les États-Unis. Surtout dans un monde en pleine concurrence, Exactement. où tous les marchés sont Les mis à États-Unis se concurrence. demandent ce que fait la Chine se demande ce que fait les États-Unis, l'Europe se demande ce que fait l'Afrique. Bon, est-ce que l'Afrique se demande ce que fait le reste du monde? Je crois qu'aujourd'hui, c'est la première des choses déjà, de pouvoir mettre en place dans nos pays ou sur le plan continental des vrais dispositifs de veille et d'intelligence économique pour savoir ce qui est en train de se passer, ce que font les autres. Après, vous avez évoqué effectivement la question des acteurs. C'est vrai, finalement, c'est la question de la diplomatie. On a une diplomatie, ce que disait encore M. Baudet, qui est une diplomatie qui était d'abord très institutionnelle, après qui est devenue aussi une diplomatie culturelle. Maintenant, on peut aussi se demander la diplomatie économique. Est-ce que les chefs d'entreprise, est-ce que nos dirigeants d'entreprise se considèrent aujourd'hui comme également acteurs finalement du déploiement de ce soft power? Or, quand on voit les chefs d'entreprise d'autres pays, quand ils vont dans le reste du monde, il ne s'agit pas que de vendre du fromage, du champagne ou du vin, il s'agit de partager finalement une culture, une vision du monde. Est-ce que nos chefs d'entreprise aujourd'hui ont cette vision? C'est une question à se poser. Et je crois que c'est derrière ça finalement qu'il faut se poser la question. Comment est-ce qu'on arrive aussi à former donc finalement nos chefs d'entreprise à ce qu'ils soient aussi des acteurs de cette diplomatie économique? Le troisième point ici dans le dispositif, c'est effectivement quel levier. Sur quel levier on s'appuie? On a parlé du levier culturel. Effectivement, l'Afrique, c'est le berceau de la civilisation, pas que de l'humanité. Je crois qu'on n'a plus besoin de revenir là-dessus. Mais également, on a un autre levier aujourd'hui qui est un levier finalement naturel. Aujourd'hui, alors je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais le poumon de l'humanité, aujourd'hui, est au bassin du Congo. Hein. Aujourd'hui, tout le monde parle d'environnement, tout le monde parle de climat, tout le monde parle de développement durable. Alors, comment est-ce que nous, qui avons le bassin du Congo, qui avons la forêt qui fait respirer le reste du monde, comment est-ce qu'on s'appuie sur ce levier-là pour influencer aujourd'hui la prise de décision sur tous les plans à travers le monde? Comment est-ce que finalement on arrive à s'appuyer sur ça pour créer, pour innover en tenant compte finalement de ces enjeux climatiques, de ces enjeux environnementaux? Je crois que là aussi, effectivement, on a un levier, par exemple celui de l'innovation verte, sur lequel on devrait pouvoir s'appuyer, nos chefs d'entreprise, nos enseignants, les acteurs du monde de la recherche, pour réfléchir comment est-ce qu'on peut construire un soft power qui fera que finalement nous aurons, sur la base de nos savoirs endogènes et de tous les autres savoirs qu'on va développer, nous aurons acquis finalement, je dirais, une connaissance qui intéressera l'Afrique, mais qui intéressera aussi le reste du monde. Et pour terminer, peut-être je vais terminer sur un point, dans les différents outils de soft power, il y en a auxquels on ne s'intéresse pas beaucoup. Pourtant, c'est ceux-là finalement qui dictent un peu nos comportements. Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que je suis avocat que j'en parle. C'est celui du droit et des normes. Aujourd'hui, la question du droit et la question des normes, c'est une question centrale aujourd'hui. On parle des normes au niveau international, hein, même en architecture, dans tout, hein, qui dictent finalement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique s'implique dans ce chantier de la réflexion autour du droit, autour des normes, pour partager aussi à travers cette vision-là, finalement, quelle est sa vision du monde? Et moi, en particulier, je m'intéresse beaucoup à la question de la gouvernance. Aujourd'hui, on doit réfléchir à une gouvernance durable qui tienne davantage compte de l'environnement, qui mette la place pour les parties prenantes, qui soit plus consensuelle. Je crois que c'est là un chantier auquel les juristes, en tout cas s'il y en a dans la salle de la diaspora, ils peuvent s'intéresser et réinvestir le champ de la réflexion autour de cette question. Et surtout même, pour un petit peu aller dans ce sens-là, pour valoriser tout ce qu'on vient d'évoquer au sujet du patrimoine de forêt durable, etc., pour que l'Afrique soit influente aujourd'hui à ce niveau, il faudrait aussi contribuer, donc via le développement d'un marché de régulation autour des questions de forêt, de crédit carbone, etc., qui permettent de venir vraiment capter, comme c'est un champ encore nouveau, inexploité, surtout où on est propriétaire un petit peu de la ressource, comment on est véritablement pionnier dans ce domaine-là afin de garantir notre indépendance et notre influence sur ce sujet.
Tout à fait. Je pense que la question, c'est effectivement de dire quelles normes nous fixons pour nous-mêmes, aussi pour le reste du monde, quels outils de financement, par exemple, nous mettons en place qui nous permettent finalement de sublimer cette innovation verte. La dernière fois, je participais à une conférence, les GECOM à Yaoundé, où on avait un acteur qui disait « Moi, je suis à côté d'une forêt aujourd'hui, mais cette forêt-là, je ne peux pas l'utiliser. Or, elle est interdite parce qu'elle est classée. Mais en même temps, c'est à travers cette forêt-là que je peux aussi trouver finalement les moyens de pouvoir me nourrir et nourrir ma communauté. Donc finalement, une règle qui est celle de dire on met des forêts classées, c'est une règle qui n'est pas adaptée. La question, c'est comment est-ce qu'on peut pouvoir utiliser, par exemple, cette forêt-là, mais en même temps préserver cette forêt-là d'une autre façon et que ce soit une source de revenus pour les communautés environnantes, mais qu'en même temps on la préserve. Donc il faut repenser, je pense, de ce point de vue-là et avoir des paradigmes de réflexion plus endogènes. Et j'insiste vraiment d'abord en particulier sur le droit. Je pense qu'à travers le droit, on a là un champ qu'on peut pouvoir réinvestir pour construire, une fois qu'on a la matrice, un soft power africain dans le monde. Merci, merci Jacques-Jonathan Niam pour ton intervention. Vous pouvez chaleureusement l'applaudir. Tout à l'heure, Jacques-Jonathan évoquait la question des chefs d'entreprise et de la représentation qu'ils peuvent avoir dans le champ d'influence en matière de diplomatie économique. À défaut peut-être d'intervenir directement sur les chefs d'entreprise, on a la question des entrepreneurs qui sont des chefs d'entreprise en puissance. Donc, je vais m'adresser à monsieur Adel Amalou, donc, qui est cofondateur d'un incubateur IncubMe en Algérie. Donc, Adel, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le modèle de développement et notamment comment les entrepreneurs qui passent par le programme ou les programmes que peuvent avoir IncubMe puissent s'exporter, donc pour donner cette vision transversale qu'on vient un petit peu d'évoquer et surtout apporter notre vision ou notre manière de concevoir aussi nos innovations à travers le monde. Bonsoir à tous, merci Ernesto pour la question. Et je tiens aussi à remercier M. Pierre de Gaëtan pour l'excellent travail qu'il est en train de faire, déjà pour GNDA et aussi pour le fonds Pierre Castel. Donc c'est un travail extraordinaire, que ce soit ici pour la diaspora, mais aussi pour les jeunes qui sont en Afrique, dans différents pays, pour tout le travail. Bravo, j'espère qu'on aura énormément de choses à développer, mais il faut qu'on puisse avoir beaucoup de personnes comme Pierre pour essayer de développer notre continent. Alors, IncubMe, déjà IncubMe, c'est une structure d'accompagnement qui est créée par 7 cofondateurs qui sont, donc, on va dire, parmi les 7, il y en a 5 qui sont issus de la diaspora. Et du coup, on ressent le résultat après le retour. Pour juste compléter, donc, pour les différents panels qui sont succédés aujourd'hui, c'est que quand la diaspora revient dans son pays d'origine, elle peut faire énormément de choses avec son retour d'expérience. Donc ça, c'est sûr. Mais nous, au sein de la structure, donc, dès la création en 2018, donc on a bien étudié, que ce soit parce qu'à la création, on s'est projeté sur un incubateur panafricain. Et ça, c'était suite à un constat. Hein. Donc aujourd'hui, l'Afrique, elle est extraordinaire. C'est un continent que je suis tombé amoureux de lui depuis des années. Hein. Donc dans une autre vie, quand j'étais sportif, il ne faut pas me voir comme ça, je suis gros, mais j'ai visité beaucoup l'Afrique quand j'étais un athlète d'élite de judo. Et donc je suis tombé amoureux de ce continent, et quand j'ai proposé le projet à mes associés, personne ne s'est opposé, ne s'est dit pourquoi on ne va pas travailler dans notre pays d'origine. Tout le monde a dit on va le faire, on va développer ce projet, mais pas que pour l'Algérie, mais pour tout le continent. Il faut savoir que l'Algérie a... Et comment vous allez capter un petit peu ces profils au sein du continent, et comment vous les amenez du coup à concevoir et à travailler ensemble pour pouvoir s'exporter un peu plus tard pour développer leur projet?
Avant d'arriver à ça, je termine ce que je voulais dire par rapport à l'Algérie. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont visité, peut-être qui ont étudié en Algérie, mais l'Algérie, c'est un pays qui adore l'Afrique. Elle a contribué, on en a parlé beaucoup de Mandela. Donc l'Algérie, avant, c'était ce qu'on appelait la Mecque des révolutionnaires. Et pour switcher vers la question de Ernesto, aujourd'hui, on est en train de contribuer pour que l'Algérie soit la Mecque de l'intelligence africaine. Comment on fait? C'est qu'on essaie de travailler en bonne intelligence, mais on essaie de fédérer. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, on a des partenaires. On a à peu près aujourd'hui 27 partenaires dans 27 pays en Afrique. On a de très beaux partenaires aussi, grands groupes. Donc, comme le groupe Castel, qui existe aujourd'hui dans à peu près 21 pays en Afrique, mais on en a d'autres, comme Société Générale, Cisco, Nestlé et d'autres. Mais pour les porteurs de projets, c'est que c'est simple. Hein, donc, on leur met un appel à projet, on les reçoit. Plutôt, on sélectionne, on ne peut pas prendre tout le monde. Hein. Donc, en 2021, par exemple, on a reçu 1256 candidatures. En 2022, on a presque triplé le chiffre. Et cette année, je pense que le compteur a explosé. Malheureusement, on ne peut pas accompagner tout le monde, mais on a une autre approche qu'on est en train de développer et que peut-être on va vous présenter après. Donc, pourquoi je dis qu'on a bien étudié l'écosystème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes qu'on accompagne, c'est qu'on les prend en charge à 100%. On sait qu'aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il n'a pas les moyens. Donc, Incumi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend en charge à 100%, qui veut dire billets d'avion, hébergement, nourriture, coaching, mentorat, networking. Et le taux de réussite, il est très élevé. Pourquoi le taux de réussite est très élevé? C'est qu'aujourd'hui, le jeune qui vient de notre continent, donc le continent africain, si on leur met les moyens qu'il faut et l'accompagnement qu'il faut, ils vont faire des merveilles, je vous assure. C'est ça qui nous motive. Aujourd'hui, il y a un jeune, René Kitio, qui vient du Cameroun, qui a exposé aujourd'hui ici. C'est parmi les jeunes qu'on accompagne depuis quelques années, et on a d'autres. Mais ce que aussi, c'est qu'on a remarqué, parce que chaque fois qu'on développe quelque chose, on essaie de tirer des leçons, c'est qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il faut qu'on se fédère. Il faut qu'on mette la main dans la main. Si on veut développer, personne, les amis, personne ne peut développer notre continent. Il n'y a que nous, les Africains, qui peuvent développer notre continent. Donc aujourd'hui, il faut que tous, on va essayer de relever le défi et de se mettre au travail. Aujourd'hui, il ne faut pas rester dans l'assistanat. Aujourd'hui, il ne faut pas rester dépendant de tel ou tel pays. Aujourd'hui, il faut que nous, on se développe. On a tout ce qu'il faut. Hein. Et c'est le bon moment aujourd'hui. Cette année, je suis sûr que c'est le bon moment. Pourquoi? Parce que il y a, on va dire, l'ordre mondial. Désolé Abdel de te couper, mais ouais. on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste 4 minutes, donc il y a encore Monsieur Modika qui va dire un mot. Juste pour accompagner un petit peu la fin de ton propos, l'idée, donc, dans ce que j'ai compris, était que ces entrepreneurs qui sortaient de cette phase d'incubation allaient s'exporter un petit peu à l'international en partenariat donc, avec les régions du Moyen-Orient et d'Europe, donc, qui permet aussi venir d'infuser un petit peu cette manière de concevoir nos propres entrepreneurs, donc la manière dont ils conçoivent leurs projets et surtout les projets qui en sortent de ces phases d'incubation-là et qui permettent ainsi de pouvoir aussi s'installer sur d'autres marchés, de nouveaux marchés. En dernier, donc, Monsieur Thierry Modika, donc, qui est vice-président du réseau Africa Link, donc, qui concentre 200 PME africaines. Donc, on sait qu'en Afrique, 90% de nos économies sont peuplées de très petites entreprises ou de petites et moyennes entreprises. Et dans ce réseau, donc, vous mettez en relation donc, des PME qui sont à la fois sur le continent à 45%,
dans le contingent de PME qui compose le programme et à 55% des PME européennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager un peu en retour d'expérience pour terminer un peu de cette manière qu'ont de travailler ces entreprises finalement entre les deux parties géographiques et comment cela permet de faire émerger l'entrepreneuriat africain au sein de cet écosystème. Oui, écoutez, un grand merci au JNDA, c'est mes premières JNDA. Je crois, et si je peux me permettre, merci monsieur le PDG, je crois, je me permets. Je vais faire un témoignage d'entrepreneur et plutôt pragmatique, effectivement. Vous avez vu l'intitulé mon activité dans la maintenance industrielle. Donc on pourrait croire qu'on est très éloigné, mais nous sommes très éloignés de l'art, effectivement. Dans notre démarche de notre réseau, effectivement, vous avez dit que nous avions 45 PME africaines dans notre réseau. Et j'espère que cette proportion va augmenter. Mais je veux dire, au-delà de la vision d'organisation des PME africaines, puisque les PME avec qui nous avons des relations sont très bien structurées, je trouve. Il y a des talents et je crois qu'il ne faut pas revenir là-dessus. Par rapport au soft power, je dirais que nous souhaiterions, c'était un peu notre ambition au départ, c'est que mettre en parallèle la démarche business, entrepreneuriale, mais aussi agréger en fait la création artistique, pour que l'on puisse, le message culturel soit aussi dans cet environnement économique. Dans tous les cas, l'art, ça peut être du business, évidemment. Pour avoir un petit peu vaqué quand j'avais un petit peu de temps libre, parce que je suis curieux et c'est toujours des sensibilités personnelles qui nous dirigent, c'est la curiosité. Mais je trouve qu'effectivement, il y a une création qui est très dynamique, je trouve, en Afrique. On a parlé de l'art visuel, qui est un soft power, qui est, j'allais dire, le fer de lance de certains États, et qui doit être en Afrique. Mais l'art plastique, et j'allais dire l'art culinaire, est quelque chose aussi qu'il faut mettre en avant. Pourquoi j'en parle? Parce que dans notre réseau, on a des événements aussi qui s'appuient sur la connaissance et la diffusion de l'art culinaire. C'est un art, l'art culinaire, quelquefois on l'oublie. Et nous souhaiterions accompagner ces artistes qui sont multiples et qui sont différents pour chaque zone, parce que je suis toujours surpris et très, comment dire, incroyablement excusez-moi. Je suis bluffé en fait par cette qualité de création. Moi, ce que je souhaitais, c'est qu'à chaque événement, et je crois que c'est le cas des JNDA, c'est qu'il y ait un parallèle avec l'art et la culture. Je crois que ça, c'est très important. On peut aussi l'utiliser comme un outil de business, parce que, un petit exemple très personnel, alors je suis à Bordeaux, alors vous avez compris à mon accent, je ne suis pas bordelais, mais il n'empêche qu'on a eu une culture de diffusion, vous savez, de cadeaux d'entreprise, etc., basée sur le vin. Et j'ai eu l'année dernière une rencontre qui était assez intéressante sur de la création africaine qui était dans un coffret assez soyeux, j'allais dire. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et ça, ce sont des moyens pragmatiques pour faire diffuser la culture. Je pense que si chaque entrepreneur avait cette petite idée, un petit peu originale, j'allais dire, pour faire diffuser cette culture, ou en tous les cas ce message-là, je crois que ce serait gagné. À nous de porter ce message-là, je crois, dans toutes nos démarches. Mais je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit. Merci. Il ne doit pas y avoir de séparation. Le business et la culture, pour moi, le sont mêlés. Nous ne l'oublions pas, parce que ça, c'est très important, je trouve. Merci. En tout cas, c'est mon avis personnel. Merci Thierry, merci pour ton partage. Donc, merci à tous. On arrive vers la fin de notre échange. On est contraint malheureusement par le temps. Donc merci chers intervenants pour avoir partagé, diffusé ces insights auprès de tout le monde. Donc on retient
une matrice pour pouvoir véritablement agréger l'ensemble des actifs autour de la culture, autour de nos ressources naturelles, etc. On retient aussi les dispositifs qui peuvent accompagner cette mise en valeur de ce patrimoine et cette diffusion donc, au sein des écosystèmes et les acteurs qui vont porter finalement la voix de l'Afrique au-delà de ses frontières et surtout le message que nous voulons construire à travers l'ensemble de ces dispositifs. Et pour terminer, j'aimerais laisser tout le monde avec cette réflexion de nation branding. Qu'est-ce qu'on y met? Parce qu'on le voit, plusieurs pays s'empruntent à le prendre, donc le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, etc. Qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on veut promouvoir? Qu'est-ce qu'on veut représenter? À chacun de se demander pour son propre pays comment on veut se représenter. Donc, merci à tous et bonne fin d'échange. Merci. Juste avant de laisser la parole au fondateur du Club des bâtisseurs, je vais inviter, on a un moment solennel avec PDG, à qui je vais laisser la parole. Je voudrais demander à Adèle de bien vouloir me rejoindre pour quelques minutes. Mais mon cher Adèle, tu as évoqué tout à l'heure d'abord notre rencontre à Alger, mais avant Alger à Kinshasa, où nous avions, dans le cadre des activités d'une fondation que je dirige avec beaucoup de passion, parce que c'est aussi une histoire de l'Afrique et de sa relation avec Bordeaux à travers une figure emblématique de l'entrepreneuriat. Donc le fonds Pierre Castel à Kinshasa a souhaité développer les relations avec IncubMe. Et je fais le lien avec ces journées pour mettre en perspective, pour ne pas dire en prospective, ce que nous allons faire ensemble, à savoir nous concentrer sur la jeunesse africaine. Donc l'agenda des diasporas africaines dans les prochaines années, et plus précisément des JNDA, c'est vraiment de mettre la jeunesse au cœur de tout ce que nous allons faire. Et je voudrais donc te remercier d'avoir accepté, dans cette vision panafricaine qu'a IncubMe, d'accueillir à Alger l'année prochaine tout ce plan stratégique de formation et d'accompagnement de la jeunesse entrepreneuriale, agricole notamment, que le Fonds Castel et IncubMe ont décidé d'accompagner. Bon. Merci à toi et puis voilà, nous allons signer ce papier. Voilà un grand chantier à venir pour la jeunesse africaine. Voilà, nous allons mobiliser plusieurs centaines de jeunes sur le continent, d'abord à Alger, ensuite ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle les JNDA vont se projeter également sur le continent. Merci Adèle.